68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les Si gens vous qui voulez. disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai fait les des gens rips qui avec disent non, faut pas mettre de tiret. sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus bonjour, à monter merci, sur stage c'est pour. passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne ce idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House. 70e room du pod.club. Sur des trucs et astuces, aujourd'hui on va parler des agrégateurs, on va échanger nos visions sur ces agrégateurs et déjà qu'est-ce qu'un agrégateur. Donc on commencera par, toujours fidèle à ces billets acidulés, nous commencerons avec le Lucky Luke de la rédaction dont l'ombre a jeté l'éponge depuis longtemps, l'excellent Brulatour qui est dans cette room avec nous. Salut Brulatour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à gagner dans cette room, puisqu'on fait toujours gagner un petit cadeau et des fois des gros cadeaux, comme la semaine dernière, on a fait gagner une place à une personne. D'ailleurs, on va aujourd'hui connaître le nom de la personne qui a gagné la place pour la formation héros d'une valeur de 1 250 €. Et oui, ceux qui n'étaient pas là dans la room la semaine dernière, eh bien, vous auriez pu gagner ça. On va connaître ça dans la journée. Donc, il y a aujourd'hui un abonnement à Podcastix d'1 an, la plateforme d'hébergement de podcasts. Donc vous allez pouvoir gratuitement développer votre projet et le publier chez ces agrégateurs dont nous allons parler aujourd'hui en quelques clics grâce à la solution de Podcastix. Et on terminera avec bien entendu Vocal, le podcast d'actualité sur le podcast par Martin Fenot et Johan Lefebvre du label Cavalcade. Eh bien, c'est parti. Je vais même te mettre un petit jingle, si tu es gentil, monsieur Brulatour, pour démarrer avec le billet acidulé. Je vous invite aussi, tous ceux qui sont dans la room, si vous n'avez pas un sandwich dans la bouche, à monter tout de suite dans la room et à discuter pour que ça soit le plus riche possible. C'est vrai que en général, vous montez vers la fin de la room, mais n'hésitez pas à monter dès maintenant. Je vais ajouter d'ailleurs dans les topics le fait qu'on est sur le podcast. Voilà, ça vient d'être fait. Et on est parti pour le billet acidulé de Brulatour. Radio House. Alors les agrégateurs, bon, c'est pas un thème de prédilection en ce qui me concerne. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Où vont-ils ? Qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ce que l'on appelle les agrégateurs ? Je ne sais pas si c'est un barbarisme, mais bon. Qui sont ceux qui les utilisent ? Dans quel but ? Il faut savoir que les agrégateurs sont partout autour de nous parce que c'est une technique à pas cher, comme dirait l'autre. Paradoxalement, on s'intéresse que rarement à ces outils qui sont pour autant très nécessaires, impératifs, indispensables dans la vie d'un podcasteur. Alors les agrégateurs, c'est un peu, j'allais dire, les réseaux sociaux du podcast. En quelque sorte, ils motorisent la diffusion de votre production. Quelques exemples pour illustrer mes propos. Apple Podcast, bien sûr, Google Podcast, Deezer, Spotify. Des plateformes qui motorisent donc la diffusion de votre podcast. Souvent d'ailleurs le font gratuitement pour l'instant. Ils en diffusent des milliers, des centaines de milliers, des millions même. Alors ils ne stockent pas forcément votre podcast, ils diffusent, le font connaître. Parfois sont susceptibles de pouvoir le mettre en avant. Plus rarement peuvent vous faire une place de choix et donc faire de vous une voix, une star du podcast. C'est aussi l'un des inconvénients des agrégateurs parce que les agrégateurs sont eux qui font la notoriété, le succès d'un podcast. Clairement, votre liberté s'arrête donc au moment où l'agrégateur accueille votre podcast. C'est en quelque sorte votre souveraineté personnelle qui est mise à mal, qui est aussi un peu en jeu. Alors il faut faire avec ou il faut faire sans, ça dépend. Mais il n'y a pas d'entre-deux avec les agrégateurs. Regardez par exemple TuneIn, qui s'est octroyé ces dernières années un droit de vie ou de mort sur les flux audio. C'est une autre problématique. Bref, l'agrégateur, c'est celui qui agrège, donc autrement dit, c'est celui qui rassemble dans un seul et même endroit des productions audio, là pour le coup. Il se présente souvent sous la forme d'un lecteur, parce que ce n'est pas une entité physique, c'est quelque chose d'impalpable, l'agrégation. Donc c'est souvent sous la forme d'un lecteur qu'il va se présenter à vous, un lecteur qui permet donc d'écouter, mais pas que. On peut partager ce qu'on vient d'écouter, on peut le mettre dans une file d'attente, on peut mettre le podcast dans ses favoris. Généralement, l'agrégateur propose un classement aussi par catégorie. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est pas son premier métier. Donc l'agrégateur pêche souvent en ce qui concerne la découvrabilité des podcasts parce que justement, c'est pas son métier premier, c'est pas dans son ADN. Et c'est la raison pour laquelle trouver le podcast qui vous correspond
ou que vous avez envie d'écouter est une étape qui est toujours très chronophage. Peut-on se passer des agrégateurs ? Oui, alors là, il faut avoir la couenne épaisse et les reins solides. C'est pas forcément facile. Un exemple, Radio France, oui, c'est une grosse entreprise, une entreprise publique qui propose du replay donc, et du natif et qui a fait le choix de prioriser son application, l'application Radio France. Donc tout ce qui est produit à Radio France et qui fait soit l'objet d'un replay ou d'une diffusion numérique doit passer obligatoirement, d'abord prioritairement, absolument par l'application Radio France. Donc conséquence, on ne trouve pas toutes les productions de Radio France sur les agrégateurs. Et c'est là où la démarche devient finalement assez intéressante parce qu'à Radio France, on choisit les contenus qui seront propulsés sur les plateformes. On a même inventé une expression dont on parlera, j'espère, la semaine prochaine dans le cadre de la Radio et Podcast Week avec Laurent Frisch qui s'occupe du numérique à Radio France. Cette expression, c'est la chronologie des programmes. Alors d'abord, Radio France signe des accords juridiques donc avec les agrégateurs. J'y reviendrai dans 10 secondes. Il y a aussi les radios du groupe M6, RTL, Fun Radio et RTL2, qui ont également signé des accords de distribution avec Spotify, par exemple. Pour rappel, Spotify envisage de devenir, rien que ça, le champion international du podcast sur la planète. Alors, ça permet de garantir l'intégrité des productions et puis des droits associés, parce qu'il y en a souvent à ce niveau-là. C'est une accessibilité de contenu qui est plus forte donc pour la radio et qui répond aussi par ailleurs à des exigences de qualité dans la diffusion, c'est-à-dire à des impératifs juridiques et de sécurisation, j'ai envie de dire, des différents flux qui sont proposés par les radios. Alors tout le monde est content. Apparemment, de son côté, Spotify distribue des contenus audio et puis de l'autre, les radios disposent d'un environnement, mais un environnement qui est différent du vôtre. C'est un environnement qui est quand même vachement hermétique, qui est maîtrisé. Voilà, maîtrisé, c'est qualificatif qui convient. Bon, Radio France a signé aussi un accord de distribution avec Spotify pour établir ce qu'on appellerait des relations qui sont partenarialement parlant équilibrées. Voilà. Dans ce cas précis, c'est la chronologie des programmes donc, qui s'applique. Alors il faut faire un peu de gymnastique, c'est un peu une usine à gaz. Spotify va diffuser les programmes quotidiens de Radio France durant une semaine, c'est tout, pas plus. Pas moins non plus. Les programmes hebdomadaires, Spotify de mémoire va les diffuser pendant un mois. Et puis il y a les journaux et tout ce qui entre dans une catégorie un peu insondable, c'est ce qui entre dans la catégorie de la lutte contre la désinformation, par exemple. Ça va rester 3 mois disponible sur Spotify. Même opération pour un autre agrégateur dont je n'ai pas parlé, parce qu'il y en a beaucoup, c'est Podcast Addict. Voilà, bon, j'arrête là, Philippe. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les agrégateurs, sur leur avenir et surtout sur leur pratique. Moi, c'est un peu ça qui me gêne, enfin, qui me fait m'interroger sur un avenir très proche, sur la façon de faire des agrégateurs. C'est un peu comme les GAFAM, finalement, du web, comme je le disais, TuneIn qui a un droit de vie ou de mort sur des flux audio. Donc, un conseil néanmoins, si vous êtes podcasteur, vous mettez pas vos œufs dans le même panier, ça me semble être une démarche de bon sens. Vous lancez un site dédié pour votre podcast avec un stockage personnel et une diffusion autonome. Ce sera le quartier général donc de votre travail. Bon, vous n'excluez pas bien sûr les agrégateurs parce que je crois que tout le monde sera d'accord dans cette room pour dire qu'on ne peut pas faire sans aujourd'hui et que ce serait vraiment vouloir jouer la carte du Robinson Crusoe du podcast que de balayer d'un revers de main les possibilités, les potentialités qui sont offertes par les agrégateurs. Vous pouvez jouer seul si vous voulez, rien ne vous en empêche. Ça peut même faire finalement une de votre spécificité. Quand vous êtes l'indépendant, vous voyez, sur votre îlot au milieu d'un grand océan, vous êtes l'indépendant du podcast, vous maîtrisez toute la chaîne. Bon, ça peut être sympa pour les médias, ouais, ils peuvent peut-être s'intéresser à vous, mais prioritairement donc bichonner un site dédié. Ouais, c'est ce qu'on appelle, Philippe, garder, si j'ose dire, une poire pour la soif. Voilà. Oui. Alors, tout ce que tu dis est très intéressant et si certains veulent rebondir, je vous invite à monter maintenant, à lever la main et à venir interagir sur ce qu'a dit Monsieur Brulatour dans son édito acidulé, dans son billet acidulé. En fait, ça ressemble beaucoup à la gestion des séries télévisées sur les différentes plateformes
qui elles, par contre, en général, hébergent les flux. Après, derrière, on ne sait pas techniquement comment ça marche exactement, mais on arrive au même système que pour la partie monétisation, la partie durée, c'est-à-dire qu'il y a certains podcasts qu'on va retrouver pendant 6 mois et qui vont simplement être autorisés en termes d'accès sur certains agrégateurs qui, pour certains comme Deezer et Spotify, vont au-delà de l'agrégation puisqu'ils sont certainement aussi hébergeurs de musique, à moins que ça, sur la partie musicale, je ne sais pas comment Deezer et Spotify fonctionnent, mais autant sur la partie agrégation, ils prennent les flux RSS, ils les référencent, ils font tout un classement, et ils arrivent à faire un business autour de ça, et derrière, parce qu'ils donnent de la visibilité à un podcast, à générer un modèle économique. Mais ça ressemble quand même, voilà, c'est un modèle qui ressemble beaucoup au système des séries télé. Donc là, les agrégateurs, pour faire simple, il y en a pléthore. Il y en a, je pense qu'au total, il doit y en avoir pratiquement près d'une centaine dans le monde entier. Hein, on en comptabilise. Et c'est vrai, ce que tu disais sur la partie TuneIn est quand même intéressant. Et puis moi, quand je pense à TuneIn, je pense surtout à Alexa et au fait que quand on cherche une radio ou quand on cherche un podcast aujourd'hui, on nous propose d'aller sur TuneIn par défaut. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas en France, mais les enceintes connectées sont un exemple de la puissance et de la force que peuvent avoir les agrégateurs. Et je pense à un autre truc, toujours dans le milieu de la radio, et c'est pareil dans le milieu du podcast maintenant, on commence à voir émerger ce genre de plateforme, c'est le site radio.fr, qui est un espèce d'agrégat de tous les flux radio, et maintenant il commence à faire du podcast aussi, et qui n'héberge rien du tout, mais qui font un business autour simplement des flux qu'ils référencent, qu'ils listent et auxquels on a accès. Alors c'est vrai qu'il faut mettre à jour, ça prend du temps, de l'énergie, mais c'est souvent là où beaucoup de personnes vont écouter, alors qu'on pourrait très bien écouter sur le site direct de la radio. Et tu le disais, c'est encore plus important d'avoir sa propre diffusion, d'être son propre hébergeur, car il faut le rappeler, on peut être son propre hébergeur. Il y a des solutions aujourd'hui. Je parlais il n'y a pas longtemps avec, vous savez, il y a un événement qui s'appelle Podren, qui a lieu d'ailleurs dans pas longtemps, hein, le 16 et le 17 avril 2022. Si vous voulez avoir plus d'infos et voir et participer, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de Bad Geek, badgeek.fr. /Podren, vous avez un onglet Podren et vous pouvez aller voir si vous n'êtes pas loin de Rennes à cet événement. Et eux, ils mettent des outils carrément à disposition pour être son propre diffuseur. Il y a des outils qui existent, qui sont open source, qui vous permettent aussi d'héberger vos propres podcasts, d'avoir votre propre flux RSS si vous hébergez par exemple des sons MP3 sur un serveur. Après, il faut être un peu comme Podren, des geeks, quoi. C'est-à-dire s'y connaître un peu en technique si on veut partir dans cette partie-là. Des efforts. Juste, Philippe, un petit complément dans ce que je disais. C'est un peu la maladie du donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. L'agrégation aujourd'hui, l'agrégation mondiale. C'est-à-dire que ça permet de faire un business à pas cher. Et ça va poser de plus en plus de problèmes, me semble-t-il, dans les mois et les années qui viennent, en ce qui concerne les droits notamment, c'est-à-dire les droits de reversion, si j'ose dire. Ça va poser un problème. Mais le problème de fond qui va quand même rester, c'est qu'effectivement, tu le disais aujourd'hui, pour trouver un flux, et notamment sur Alexa, parce que n'oublions pas qu'à la tête d'Alexa, vous avez quand même un individu qui est brillant et qui, lui, voit une entreprise comme une machine à cash dans les prochains mois et dans les prochaines années. Pour obtenir un flux sur une enceinte connectée, et en particulier sur Alexa, il faudra certainement payer un ticket d'entrée. Il faudra certainement que l'utilisateur, dans sa chambre, son bureau, paye un ticket d'entrée. Ce sera modique, ce sera peut-être 99 centimes par mois, mais il sera obligé de le payer. Et plus que ce ticket d'entrée, il faudra aussi que finalement celui qui crée une production sonore, ça peut être un podcasteur comme une radio, paye aussi un abonnement à Alexa, qui sera pour le coup beaucoup plus cher, et il y aura une tarification qui sera certainement très élaborée. Plus la facture sera importante, plus l'exposition sur la plateforme Alexa sera aussi importante. On se dirige doucement mais sûrement vers cette mécanique des flux, dans laquelle il y aura, parce que les enjeux financiers, personne ne se rend compte des enjeux financiers qu'il y a derrière. C'est ça qui est assez... il y a beaucoup de naïveté. Je vois beaucoup de naïveté autour de moi en ce qui concerne cette mécanique des flux.
on ne voit pas finalement l'aspect financier. Et l'aspect financier, il est non seulement globalisant, mais il est aussi énormissime, prototypesque même, on pourrait dire. Et donc, par voie de conséquence, demain, pour que vous puissiez proposer, alors, il y aura une solution gratuite, bien sûr, mais quand c'est gratuit, généralement, c'est vous le produit, et il ne faudra pas s'attendre à des miracles venant de la plateforme. Mais demain, il faudra certainement mettre une petite pièce, l'utilisateur devra mettre une petite pièce, et cette petite pièce sera un petit peu plus lourde, un peu peut-être plus large en diamètre, pour pouvoir y trouver une bonne exposition. Ça, c'est quasiment certain. Ouais, complètement. Donc je vous ai mis le lien de Podren pour ceux qui veulent aller voir. Donc c'est vraiment des geeks, parce que j'ai pas mis le slash à la fin de l'URL et je suis parti sur un 404. Donc j'ai remis le slash à la fin. Donc vous avez des outils podcast, vous avez des outils pour les créateurs, pour les diffuseurs. Vous pouvez aussi vous inscrire sur leur site. C'est vraiment là une communauté très ouverte et à Rennes, vous savez, ils sont toujours assez innovants, comme à Nantes d'ailleurs. C'est des régions où au niveau de la musique, de l'audio, ils sont toujours très partants pour faire plein de choses. Donc n'hésitez pas à les contacter ou à vous inscrire sur le site Podren, dont on est partenaire, bien entendu, depuis cette année. On voulait organiser un événement là-bas, et puis compte tenu de la pandémie, on va attendre la rentrée prochaine pour faire de l'événement en présentiel. Peut-être quand même un événement en juin, mais ça, on en parlera plus tard. Donc je voulais simplement qu'on revienne à notre sujet des agrégateurs et demander à tous ceux qui sont dans la room, est-ce qu'on peut se passer d'un agrégateur aujourd'hui quand on est un podcasteur ? Tu en parlais, Frédéric, tout à l'heure. Tu disais que c'est possible. Si on arrive à si on a une communauté déjà existante et que on héberge ses propres podcasts avec son propre flux RSS ou alors on met pas son flux RSS, parce que faire un flux RSS, et j'en parlais, et ça c'est important pour tout le monde de le savoir, c'est que ce qu'a fait Radio France il n'y a pas longtemps sur les flux RSS en disant vous n'avez pas le droit de prendre mes podcasts sur votre plateforme en tant qu'agrégateur. Eh bien en fait, alors... Ah, je suis parti. Bonjour. Et il faudrait que tu viennes dans la room, s'il te plaît, Aline. La room du podcast ? Ouais. Ok, j'arrive. Ah ouais, non, mais en fait, voilà. C'est Aline qui m'a appelé. Non, mais voilà. j'ai demandé à Aline de venir parce que voilà. Aline est arrivée, c'est bon. Aline, je continue ma. Non, mais en fait, alors c'est un petit. Donc le temps de redémarrer la machine, il en a fort probablement pour 2 ou 3 minutes. Enfin, j'espère pas, parce que je ne sais pas ce que je vais vous dire. Si ce n'est le. Si, ça y est. Non, mais en fait, j'étais là, mais j'avais mon micro de muté. Non, c'est Aline en fait qui m'a appelé sur Clubhouse, et en fait, ça m'a carrément changé de room. Donc, pour ceux qui veulent, qui ne le savent pas, si jamais vous faites un wave à quelqu'un et que cette personne répond à votre wave, eh ben, il vous change de room, et d'un seul coup, j'apparaissais plus. J'étais parti. Donc, désolé pour ce glitch. Donc, oui, Aline, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je termine mon développement. Et d'ailleurs, je ne sais plus dont je parlais. De ce dont je parlais, Frédéric, c'était quoi déjà ? C'était d'une chose qui était complètement intéressante. Merci. Et tu t'en rappelles même plus. Oui, donc est-ce qu'on peut se passer, Raphaël vient à mon secours. Est-ce qu'on peut se passer d'un agrégateur aujourd'hui ? Est-ce que avoir une communauté, Raphaël ? Voilà. Merci, Raphaël. À toi. Non, j'ai pas de réponse. Je voulais juste dire que tu étais en train d'évoquer Radio France et. Oui, c'est ça. On pensait que c'était une censure de Radio France. Non, oui, exactement, parce que j'ai une info quand même très importante, c'est que le flux RSS, dans la mesure où vous mettez votre podcast et que vous permettez un accès à un flux RSS, ça veut dire que votre contenu est public. Il y a une jurisprudence là-dessus au niveau européen. On va pas en parler là, on va pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait mettre aussi un certain nombre d'acteurs un peu dans le pétrin. Mais ce que font les grandes radios en disant vous n'avez pas le droit de prendre mon contenu parce que c'est un flux RSS n'est pas légal. Ça veut dire concrètement que pourquoi c'est pas légal ? Parce que simplement à ce moment-là on ne fait pas un lien RSS, ou alors on fait un lien RSS privé. On n'a pas le flux RSS est public, et donc n'importe qui, dans la mesure où vous avez accès à ce flux RSS et que ce flux RSS est ouvert, vous avez le droit, sans aucun problème, de pouvoir l'agréger. Ce que font les grands groupes, et pourquoi est-ce que Radio France et toutes ces radios sont montées au créneau pour dire ouais, non, vous n'avez pas le droit de prendre mon contenu, c'est un flux RSS, d'accord, mais c'est mes contenus, vous n'avez pas le droit de faire du business sur moi. Mais en fait, si, ils ont le droit. Sauf que ces Radio France, ce sont des marques qui sont importantes, et on n'a pas envie d'aller au juridique
contre elle. Et elle joue là-dessus pour faire en sorte que les flux RSS ne soient pas utilisés dans certains cas et dans certains cadres. Mais concrètement, au niveau européen, il n'y a aucune interdiction d'utiliser dans la mesure où le flux RSS est ouvert, puisque la technologie est faite pour ça. Sinon, on n'utilise pas le RSS et on fait un flux sur ses propres serveurs privés et on donne accès uniquement à ce flux-là et on n'envoie pas sur les autres plateformes et on ne permet pas avoir accès à un RSS. Donc voilà, ça c'était pour la première. Accessoirement, on paye une redevance. Accessoirement. Vis-à-vis de Radio France. Oui, en plus. Accessoirement, tout à fait. Graloubis, j'essaie de te faire monter, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas si vous y arrivez de votre côté. Enfin, si Frédéric, tu y arrives. Moi, je ne l'arrive pas à l'heure, donc si tu peux redescendre et remonter. Est-ce que Raphaël, toi, tu pourrais te passer d'un désagrégateur avec une communauté déjà existante ou pas ? Alors, je pense que la question est compliquée parce que dans les agrégateurs, vous avez cité plein de plateformes. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir être sur Spotify, Apple Podcast, etc., quand on est un podcast natif, il y a un peu le côté aussi, je suis dans la cour des grands, c'est-à-dire on nous donne l'impression qu'on a la même capacité de visibilité que les gros, ce qui est souvent quelque chose qui excite sur Internet, surtout quand il y a un nouveau canal, même si c'est pas nouveau le podcast qui se met en place. Ça a été le cas avec les réseaux sociaux, c'est le cas maintenant avec le podcast. Tous les gens qui débutent pensent qu'ils vont pouvoir atteindre une notoriété, une visibilité importante. Et même quand tu essaies de convaincre des marques de faire un podcast de marque, le fait de dire, en prenant un hébergeur pas très cher, entre guillemets, vous allez vous retrouver sur Spotify, Apple Podcast et compagnie, c'est un argument de vente. Donc, il y a quelque chose d'un peu bling-bling. Donc, on peut difficilement s'en passer. Après, effectivement, quand tu es sur un podcast de marque, et moi, j'ai un de mes podcasts qui est un podcast de niche, oui, si tu es en cercle fermé, il y a des hébergeurs aujourd'hui que tu as reçus de nombreuses fois dans la room qui proposent des moyens d'avoir un podcast sur abonnement ou sur une liste de membres. Et donc là, on se passe allègrement d'un agrégateur. Pour moi, dont un de mes podcasts, c'est un podcast qui est consacré à Prince, donc consacré, on va dire, à une niche, et pour lequel j'avais déjà un site avec une grande communauté. J'avoue quand même, quand je vois leur utilisation, que si je l'avais hébergé, j'aurais offert moins de facilité, que ce soit dans la bande passante, que ce soit dans l'hébergement, que ce soit dans la qualité et la capacité d'écoute, le player, le multiplateforme. Ça offre quand même un nombre l'alerte à chaque nouveau épisode. Si je l'avais hébergé sur mon site et que j'avais permis aux gens de le lire directement à l'intérieur de mon site, j'aurais pas pu offrir toutes les fonctionnalités que les agrégateurs offrent. Et c'est là où Bad Geek vient à ton secours parce qu'ils ont un outil qui te permet en fait d'avoir sur ton serveur, dans la mesure où tu as des MP3, de générer ton propre flux RSS gratuitement. Exactement. Après, le dernier point qui, moi, m'aide bien pour ce podcast spécifique, puisque maintenant je suis sur plusieurs podcasts différents, c'est que je commence à être recommandé, comme le disait Brulatour dans son introduction, la plupart des agrégateurs diffusent de la musique, puisque Spotify, Apple Podcast, etc., enfin Apple Music et autres sont quand même connus, Deezer sont quand même connus pour ça. Et aujourd'hui, quand les gens écoutent du Prince, on commence, vu qu'il n'y a pas de podcast francophone consacré à cet artiste, on commence à recommander mon podcast, ce qui fait que ça me permet quand même de trouver une audience autre et d'avoir une visibilité que j'aurais pas si j'étais seul maître à bord. On est d'accord. Non, mais on est complètement d'accord et je pense que c'est aussi l'intérêt de faire ça. Après, le principe aujourd'hui du paiement sur Spotify ou sur Apple Podcast revient à brider ce flux RSS et à ne l'envoyer que sur une seule plateforme et être monoplateforme parce qu'on veut être accessible de manière payante. Et j'ai vu là, on était en train de regarder parce qu'on est en train de créer des tops pour le pod et pour le podcast magazine qui va arriver en juin.
Et on voit qu'il y a des podcasts qu'on connaît pas du tout et qui sont uniquement accessibles en payant sur Apple Podcast et qui sont absolument référencés nulle part ailleurs. Donc en fait, on fait un peu ce qu'on veut avec son flux RSS, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où il faut réfléchir parce que ça peut, comme tu le dis, et toi en plus c'est lié à la musique. Donc musique, qui dit musique dit Deezer ou Spotify, qui dit Deezer ou Spotify. Si c'est un truc sur Prince et que tu remontes dans les trucs et que tu deviens, ça veut dire que tu vas augmenter ton audience considérablement et ça on peut pas le négliger, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui dans la room qui n'utilisent pas d'agrégateur ou qui en utilisent que certains et pas d'autres, et pourquoi certains et pourquoi pas tous? Alors je sais qu'être partout on dit être partout c'est être nulle part, mais n'hésitez pas à intervenir. Et je voulais au passage, tant qu'on parle de tout ça, de la partie technologie, vous parler d'un site que j'ai découvert lors de l'UNESCO Radio Week qu'on a organisé début novembre avec l'UNESCO, et il y a Radio Campus Paris qui m'a fait découvrir LibreTime. Je ne sais pas si certains connaissent LibreTime. C'est un outil pour justement être un peu autonome sur son podcast avec de la programmation. Ça va très très loin. Bon, il faut l'installer faut être un peu un geek encore, hein. Donc l'idée c'est pas qu'on soit trop technique, hein, dans cette room, mais si certains sont intéressés par LibreTime, je sais que c'est très open source. Ça vous permet de gérer vos podcasts et en plus une programmation pour faire une web radio avec des podcasts que vous programmez. Enfin, ça va très très loin. J'ai pas encore testé, mais si certains connaissent cet outil, n'hésitez pas à venir réagir. Mais on va revenir quand même sur notre sujet d'agrégateur. Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai une petite question. Alors, pour information, je n'ai toujours pas développé mon podcast. Et je ne vais pas tarder à le faire, en tous les cas, j'espère. Je voulais simplement poser une question. Est-ce que le fait qu'on puisse diffuser son podcast via les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas une alternative aux agrégateurs? Le problème, c'est l'abonnement. C'est-à-dire que et là on va parler d'un autre agrégateur intéressant qui est Facebook, puisque j'ai vu, vous savez, Facebook vient de lancer aux États-Unis la possibilité de pouvoir ajouter ses podcasts à la plateforme, et j'ai lu ce matin que en fait quand il y avait de la musique, et là Raphaël va rigoler, quand il y a la musique j'ai pas voulu te couper dans le podcast, en fait il mute le son. Exactement. En fait, j'ai déjà testé la fonctionnalité puisqu'on l'a en France, hein, sur les groupes. J'ai radio qui est donc podcastée. Et j'avais dès le début fait une page, un groupe Facebook associé à cette émission. Quand j'ai vu la fonctionnalité podcast arriver, j'ai sauté dessus. Et j'ai mis donc le fameux flux RSS. Et j'ai reçu dans mes mails assez vite des notifications de Facebook qui sont les mêmes que les notifications que tu as sur YouTube pour la violation des droits, ou en tout cas le devoir d'attester que j'avais les droits sur les musiques que je passais. Donc effectivement, j'ai une émission où je reçois des auteurs qui écrivent sur la musique, donc on passe un certain nombre de titres des artistes dont ils parlent ou du genre dont ils parlent, et ils m'ont saucissonné ça. Et ils ont retiré quasiment la totalité de la musique. Il y a Universal et Warner qui sont un peu sans pitié et qui ont retiré la musique. Ouais, c'est ça. Et Manu Militari, sans explication, il n'y a même pas d'indication. Faut simplement le savoir quand tu as un podcast avec de la musique à l'intérieur. Allez hop, t'es chanté et il y a plus. Là, ce qui est ennuyeux, c'est que la radio paye la SACEM. Donc en fait, on est en règle. On n'a pas les droits en tant que propriétaire, mais on a réglé de quoi pouvoir utiliser cette musique dans le podcast. Mais comme tu n'as pas d'interlocuteur et comme tu peux pas faire aucun claim, tu peux rien dire en fait, tu peux pas leur attester que tu es en droit de le diffuser, effectivement, ils enlèvent tout et ça disparaît. Ouais, Frédéric, ça c'est un autre écueil, hein. Les droits d'auteur, t'en parlais, ça va être aussi quelque chose qui va nous tomber dessus, hein, dans l'univers du podcast. Et déjà, on avait entendu parler des plateformes, hein, et des agrégateurs qui devaient, si jamais ils voyaient qu'il y avait de la musique, ils pouvaient retirer en fait les musiques des plateformes, même s'ils les hébergent pas parce qu'ils estiment qu'il y a de la musique dedans, donc ils peuvent vous dégager. Donc ça c'est un des problèmes. Et en plus on peut revenir
sur 2 ans en fait en arrière pour ces plateformes-là. Alors j'ai pas eu d'écho que quelqu'un ait été éjecté de plateforme, parce que les plateformes ont quand même intérêt à ce qu'il y ait un maximum de podcasts et même avec de la musique, mais ça va tomber un jour ou l'autre, ces problèmes de droit d'auteur chez les agrégateurs. Oui, ça y est, mais c'est pratiquement tombé depuis le 1er janvier de cette nouvelle année, avec la fusion du CSA et de l'Adopi, qui a donné naissance à une structure qui s'appelle l'ARCOM. Alors l'acronyme, c'est, je crois, je ne saurais même plus dire, c'est le nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique en France. Ça veut dire que le CSA, qui avait autorité pour superviser et pour réguler tout ce qui était hertzien en France, que ce soit un flux vidéo ou un flux radio, depuis le 1er janvier, a aussi autorité parce qu'il a créé des groupes de travail spécifiques. Alors je sais que de mémoire, il y a le groupe radio et audio numérique dont on s'occupe beaucoup aux éditions HF, parce qu'on travaille en lien avec notamment le président de ce groupe, mais il y a aussi un groupe qui s'intitule Supervision, par exemple, des plateformes en ligne, supervision des usages numériques. Et tout ça, ça va changer parce que le régulateur aujourd'hui, qui est anciennement le CSA et qui est devenu, donc depuis le 1er janvier, l'ARCOM, va donc mettre son museau dans ce que l'on est en train de parler aujourd'hui. Ce que faisait l'Adopi, mais de manière assez légère. Là, le CSA... Ce que n'a jamais fait même l'Adopi. Oui. L'Adopi, ça a été souvent considéré, un peu injustement d'ailleurs, comme une sorte d'usine à gaz à gros budget. Voilà, je sais pas, une sorte de structure difforme qui a pas été jusqu'au bout de ses objectifs, très clairement. Donc ils ont fusionné l'Adopi avec le CSA, et donc ce qui prouve donc que le marché se structure, ce qui prouve que le régulateur a mis le doigt sur l'aspect juridique des choses. Alors moi je sais pas ce qui va en découler, parce qu'au final le régulateur, ce nouveau régulateur là en France, il est là donc comme son nom l'indique, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui seront fort probablement, alors je ne sais pas si c'est la bonne période là, parce qu'elles sont un peu occupées chaque mois sur les usages numériques, et fort probablement qu'il y aura des décrets, même des lois, certainement des lois même. On peut imaginer une grande loi avec de nombreux décrets pour régir les plateformes numériques, et donc par voie de conséquence pour mettre, si j'ose dire, de l'ordre dans un monde qui évolue. Pas forcément jusqu'au bout, où ça mettait pas totalement une pression. Là, les choses vont être différentes. Donc il y a 2 nouveaux sages qui sont installés maintenant uniquement pour cette partie numérique. Prends garde. Alors, je vois que Chaco est monté déjà depuis un certain temps. Salut Chaco, on t'accueille avec plaisir. Et puis simplement un petit message à Aline qui est venue et qui m'a appelé tout à l'heure en direct pour voilà, lui annoncer qu'elle avait gagné sa place pour la formation Héros d'une valeur de 1250 €. Et donc on est très heureux pour toi, Aline. C'était dans la room la semaine dernière. Il y avait une place à gagner pour la prochaine formation qui démarre en février. Donc, on voulait te féliciter. Si tu peux m'envoyer tes coordonnées cette formation pour te lancer. Lancer ton podcast, c'est le moment. Tu peux gagner ton hébergement d'1 an si la personne qui m'enverra Podcastix par message sur Clubhouse, et vous gagnez votre petit abonnement d'1 an. Podcastix.com. Voilà, vous avez le lien. On les remercie de nous offrir véritablement un an d'abonnement. C'est quand même sympa. 1 an d'abonnement avec un outil qui est quand même très efficace. On a un podcast nous sur Podcastix, on a aussi un podcast chez Acast, on a un podcast chez Ocha, on a un podcast chez AudioMeans. Tout ça sont des hébergeurs qui ont à peu près les mêmes fonctionnalités et qui permettent de pouvoir déployer, développer, communiquer autour de votre podcast, et qui facilitent un peu toute la gestion justement de cet envoi vers les agrégateurs, dont on continue et on va continuer à parler. Chaco, est-ce que tu veux nous parler toi des agrégateurs? Est-ce qu'on peut vivre sans agrégateur? Chaco, tu es le bienvenu. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Oui, on t'entend très bien avec le fond qui va bien. On voit que tu es chez toi. Voilà, avec les gosses. Pas de souci. Non, mais. Donc super. Merci pour toutes ces rooms tous les mercredis, parce que c'est super intéressant. Et ce sujet en particulier, parce que moi je fais un podcast qui s'appelle Les Chroniques du Gouffre. Être
distribué partout par les agrégateurs, c'est peut-être des fois être nulle part. Parce qu'on nous demande encore des fois, mais on peut vous écouter où? Alors qu'on peut, avec Acast, on peut nous écouter partout. Donc, on a trouvé, nous, un système test, c'est le QR code. Et de là, vous pouvez aller directement écouter nos histoires sans passer par un agrégateur. Alors, les chroniques du gouffre, c'est donc des chroniques qui sont faites sur des gouffres, en fait. Hein. On est d'accord, c'est sur... En fait, on a pallié cette histoire d'hébergeur, donc Acast, et écouter tous nos podcasts via Apple et tous les autres agrégateurs. Mais on s'est dit, ils ont le monopole. On va essayer de faire quelque chose, nous, qui n'a rien à voir avec tout cela, et essayer de donner des histoires pour voir si les gens vont nous suivre, en fait, tout simplement, pour voir si les gens vont écouter. QR code, MP3, tu scannes le QR code, tu tombes sur une histoire. Mais alors, le QR code, tu le mets où, le QR code? Tu en fais quoi? Tu l'affiches? Exactement. On le voit sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on a fait un test par rapport à une première histoire qu'on a diffusée le 23 décembre. Et à aujourd'hui, on a à peu près... C'est la première fois qu'on fait ça. Alors, le QR code a pris vraiment un envol depuis le confinement. Tous les restaurants s'en servent, tous les bars s'en servent. Il n'y a plus de cartes officielles. C'est vrai que c'était un peu moribond, les QR codes, jusqu'à un certain temps. Et même WhatsApp, c'est clair que c'est assez tendance. Et donc, je comprends que maintenant, il y en ait qui aient un peu plus l'habitude. Mais c'était pas le cas il y a un certain... Avant le Covid, c'était pas le cas. Exactement. Donc, ça commence à fonctionner. Après, il y a le côté problématique qui est de la monétisation et que là, voilà, tu donnes ton histoire comme ça au peuple et il l'écoute. Mais le but premier pour nous, c'était ça. Donc, on voit si vraiment les gens suivent au-delà des plateformes et au-delà d'un certain seuil, si on arrive à atteindre cette histoire-là, accessible à tous les agrégateurs. Et donc, ça sera assez simple à générer. Alors, attention quand même. Exactement. Attention quand vous générez votre QR code de ne pas passer par des applications qui vous redirigent en fait, parce que le jour où cette application devient payante, eh bien votre QR code il redirige vers un lien que eux décident. Donc attention quand vous générez vos propres QR codes, il y a ce danger. Il faut bien vérifier. Ça le sera toujours, mais ça rappelle un petit peu le combat des labels indépendants, c'est important, et l'enjeu sera très important. Le cheminement sera, je pense, le même. Ouais, tous les moyens sont bons. Et donc c'est une sorte d'agrégateur aussi, mais là c'est un peu plus compliqué pour faire parce que c'est vraiment de l'affichage, c'est de la visibilité, là où les agrégateurs sont vraiment du référencement. Allez, on écoute en attendant que quelqu'un d'autre monte pour nous dire si vous utilisez des agrégateurs. On écoute un extrait des chroniques du gouffre parce que je ne connais pas, donc on va découvrir ça. Allez, moteur demandé, silence partout. Action. Après ce que tu as enduré, sa raison de vivre. Juin 2014, Sarcelles, dimanche d'église. Il est 13h, mon match est fini, je suis en sueur, on a gagné et je me sens bien. On se fait un décrassage en trottinant avec 2-3 poteaux. On sent le poireau sur les actions clés du match. Steve, un coéquipier, vient me voir et me prend en aparté. Voilà, donc c'était un petit extrait de Chronique du groupe. Si ça vous intéresse d'aller écouter la suite, c'était Wolverine. Donc j'ai bien compris à peu près ce qu'était ton podcast. Et là, tu n'as pas d'enfant derrière toi quand tu enregistres ton podcast. Ça s'entend. Donc on vous invite à, si vous voulez, il nous reste 15 petites minutes pour partager ce moment sur les agrégateurs. Frédéric, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, je voulais dire qu'on est en présence d'un monde en pleine ébullition, et ça déjà, en tant qu'observateur, c'est toujours très positif de constater que le monde évolue. Alors il peut évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens, là n'est pas la question, mais en tous les cas, il est en ébullition. C'est déjà une bonne chose. Et comme je le dis et que je le répète depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
C'est un monde qui va se structurer progressivement, et en écoutant le podcast du précédent intervenant, juste le début, je ne pensais pas forcément au sujet qui allait nous mettre comme ça, et qu'il a choisi de produire, de traiter. C'est pas tellement ça la question. Moi, j'ai noté l'aspect créatif des choses. Voilà, j'ai écouté 30 ou 40 secondes, je crois, tu as diffusé de son podcast. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect créatif. Voilà, ce que l'on entend aujourd'hui dans le podcast, on ne l'entend plus à la radio, ou sur seulement peut-être une grosse dizaine, une petite centaine de stations en France. Voilà, la radio s'aseptise un petit peu avec des règles qui sont les mêmes un peu partout, chez les voisines, du haut, du bas, de droite à gauche. Voilà, on a tous l'impression d'écouter la même radio. Ce qui n'est pas le cas pour les podcasts. Je pense que c'est une des grandes forces de ce podcast-là que de miser sur la créativité. Je crois que l'intervenant précédent, là, clairement, il se fait plaisir. C'est pas quelque chose. Ça se sent. Ça se sent, quoi. Ouais. Voilà, il se fait plaisir, il est dans son truc. Bon, bah, écoute, s'il arrive à générer un peu d'audience et faire un peu de beefsteak dessus, pas de problème. S'il peut en faire davantage, il va s'y arrêter d'autant plus. Et puis s'il n'en fait pas, c'est pas un souci. Voilà, c'est ça finalement la philosophie du podcast. Et tant que cette philosophie restera sur ces fondements-là, sur ces fonds baptismaux, si j'ose dire, voilà, le podcast sera encore en ébullition. C'est le jour où, par exemple, les agrégateurs vont prendre le dessus pour en revenir à un sujet du jour, et où ce marché va s'aseptiser. Mais il s'aseptisera un jour, parce qu'il est fait pour s'aseptiser. Hein. L'équation, elle est toujours la même. Hein. Mais les premières années, la première décennie, ou les premières décennies, comme par exemple ce qu'on a pu vivre pour les radios dans les années 80-90, bon, ce sont des décennies qui sont prometteuses, qu'on regrette d'ailleurs un peu toujours quand on dépasse les 50 ans. Hein. On se dit, ouais, c'était mieux avant, ce qui est un peu un jugement de vieux con, hein, quand même, il faut dire les choses. Donc, voilà, mais la question centrale pour le sujet central aujourd'hui, Philippe, c'est quels sont vos agrégateurs préférés? Et ça, c'est pas forcément, c'est pas une réponse qui s'est dégagée clairement. Voilà. Ce qui prouve encore qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ce qu'est un agrégateur, ce qu'il propose. On a vu, je pense que les agrégateurs qui sont à la mode, c'est les agrégateurs qui proposent des fonctionnalités intéressantes et de partage qui sont susceptibles d'accroître votre propre business. Mais vous voyez, même moi, je suis dans l'incapacité de vous donner mon top 3 des agrégateurs, par exemple. Ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Je sais que je vais beaucoup sur Apple Podcast parce que j'y trouve 2-3 choses intéressantes. Je trouve l'interface assez moribonde, grise. Enfin, c'est pas catchy, quoi. C'est pas engageant. Spotify, j'aime bien parce qu'on peut partager, on peut intégrer sur des sites. Tu vois, ça tient pas à grand chose des fois. À 10 heures, j'ai horreur de ça. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut s'inscrire, créer un compte. Tout ça, ça me fatigue. Et voilà, chacun y va de ses affinités personnelles, mais force est de constater qu'au bout de 48 minutes, il n'y a pas finalement d'agrégateur qui se positionne comme il n'y a pas, par exemple, aujourd'hui sur les enceintes connectées. Il n'y a pas de moteur comme Alexa ou le truc d'Apple qu'on a au bureau, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc d'Apple. Ouais, l'HomePod. l'HomePod, ouais. Bon, ben, voilà, il n'y a pas véritablement, si tu veux, de consensus pour dire, voilà, le top 3, il est constitué de ces 3 outils-là, parce que le marché évolue, il évolue très très vite. Les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui seront là demain. La preuve, c'est que Spotify a annoncé un peu de façon sablonneuse qu'il était meilleur qu'Apple depuis la rentrée de septembre, là. Ce qui laisse enfin, on peut douter parce Spotify n'a pas non plus mis en avant des chiffres qui permettent de le vérifier. Mais bon, le marché évolue et il ne se dégage pas véritablement encore. C'est la preuve qu'il n'est pas structuré, ton marché, parce qu'il ne se dégage pas encore des noms très précis comme il pourrait s'en dégager pour la télévision française, pour la presse écrite française. Les gens, ils vont te dire, je lis Le Monde, Le Figaro, machin, patin couffin. Voilà, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et là, c'est jamais les mêmes en quelque sorte. Alors, c'est ça qui est aussi intéressant. Pour moi, il y a un enjeu quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un enjeu qui est de taille. C'est l'enjeu de la voix.
Et le fait qu'aujourd'hui, on va faire une demande et que selon le device sur lequel on est, c'est-à-dire on est dans sa voiture, si on est dans une BMW, on va avoir un agrégateur qui va être en fait en accord avec le fabricant, ou si on est sur un outil Android, ça va être ils vont être obligés de choisir un agrégateur. Alors peut-être ils peuvent cumuler des agrégateurs, mais qui dit utilisation d'un agrégateur quand on est par exemple un fabricant d'enceintes ou un fabricant d'automobile, eh bien il y a un coût, parce qu'il ne faut pas rêver. TuneIn, Radioline, qui est aussi se positionne beaucoup maintenant, qui est une solution un peu cocorico, et avec qui et qu'on connaît très bien, qui est en train de se positionner dans les voitures connectées avec Xperi. Alors ça, on rentre un peu dans la technique, mais on va pas trop aller dans le détail. C'est la bataille entre TuneIn et Radioline pour rentrer dans les voitures. Et il y aura pas 3 agrégateurs qui vont cumuler dans les voitures ou dans les enceintes connectées. Il n'y en aura qu'un. Donc ça veut dire que la manière dont on sera référencé dans cet agrégateur-là aura un enjeu dans le futur qui sera colossal. Ah mais il est considérable. Moi, je parle de ce que je connais. Par exemple, les radios, aujourd'hui, elles sont terrorisées. Terrorisées de l'avenir. Parce que la radio, en résumé, la radio, c'est le média de la mobilité. Là où elle génère de l'audience, c'est en mobilité. Donc, c'est généralement dans l'habitacle de la voiture. Et les radios, aujourd'hui, sont terrorisées. Terrorisées parce que cet enjeu du son dans la voiture, il est monstrueux. C'est une guerre qui va être sanglante et qui vient de débuter. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourrez écouter demain dans votre voiture? Alors, certains disent il faut un bouton unique dans la voiture, dans tous les habitacles, sur le tableau de bord, genre bouton rouge, tu appuies dessus, tu as accès à la radio. Mais bon, les autres, tu les vois venir, ils se disent oh là là, attends, nous on a aussi des flux, Spotify a des flux, Apple a des flux. Apple, par exemple, ce qui arrange l'entreprise américaine, c'est de proposer ses flux bien avant de proposer les radios françaises ou les radios qui sont à côté de vous. Donc c'est vraiment une guerre sans pitié qui va se jouer dans la prochaine décennie. Et nul doute, Philippe, qu'il y a beaucoup de radios en France, notamment les plus petites, qui auront des difficultés à jouer des coudes, les radios régionales, qui vont y laisser des plumes. Et par analogie, il y a forcément des podcasteurs, les plus petits, qui dans la prochaine décennie tenteront de jouer des coudes et qui laisseront des plumes aussi. Parce que quand le marché va structurer, seuls les gros acteurs vont pouvoir y avoir une place, se partager les parts du gâteau, quoi. S'il reste des miettes, il faudra vite les saisir. Mais c'est effectivement l'habitacle, la guerre de l'habitacle dans la prochaine décennie va être relativement sanglante. Qui restera dans 10 ans à l'habitacle? Ça, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Ouais, très compliqué. Alors, j'en profite pour parler de la Radio Week, qui aura lieu la semaine prochaine. Elle démarre le 17. Je vous invite vraiment, il y a une partie radio et une partie podcast. On a fait 2 sessions totalement différentes. Et il y a une session vraiment à laquelle il faut que vous participez parce que c'est en lien, je vous mets le lien de la Radio Week. Vous pouvez faire radioweek.fr ou radio-week.com, c'est pareil. Donc, vous pouvez cliquer là, vous arriverez sur le bon site si tout se passe bien, si j'ai bien fait mon boulot. Oui, j'ai bien fait mon boulot. Donc, on a chaque jour des thématiques sur des enjeux d'audience, audience mondiale, audience nationale, audience régionale, audience locale et audience de marque. Chaque jour, toute la semaine, c'est une demi-heure, la partie podcast, si ça vous intéresse. C'est à partir de 18h. Il y a la première session, 17h, c'est sur la radio. Deuxième session, c'est 18h. Sauf le vendredi où on démarre un peu plus tôt parce que les gens partent en week-end. Et donc, on démarre à 15h pour la partie radio et à 16h pour la partie podcast. Il y a un webinar qu'il faut que vous suiviez parce qu'on l'a découvert un peu par hasard et c'est d'ailleurs Fred qui m'a passé le lien et qui m'a dit tu connais. J'ai dit non, je connais pas. Ça s'appelle Voxalize, VOXALYZE. Et alors ce mec qui est en Allemagne a développé un outil qui est assez magique et qui quelque part va vous aider aussi dans cette guerre des data, des agrégateurs, de comment est-ce qu'on est référencé dans ces agrégateurs, puisqu'il a un outil qui permet de savoir par rapport à votre podcast, vous rentrez le nom de votre podcast et il va vous dire par rapport aux mots-clés que vous avez rentrés, qui est premier avec ces mots-clés-là. Et il va vous donner des data, des analytics qui vont vous permettre en fait de mieux travailler votre SEO
podcast audio, c'est-à-dire votre référencement naturel qui est beaucoup, et on le répète à chaque fois dans les rooms, qui est beaucoup lié aux mots-clés que vous rentrez, aux descriptions que vous indiquez. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance un peu à le bâcler parce qu'on dit ah là, il faut que je publie vite mes épisodes. Par exemple, moi, pour le pod.cast que je publie sur le site lepod.fr/podcast avec un S, c'est-à-dire les rediffusions de ces rooms. J'ai tendance, par exemple, je pourrais très bien mettre le nom de Raphaël parce qu'il est intervenu, de Jean-Philippe, de Chaco, et ça sera référencé. Et si jamais vous cherchez, eh bien d'un seul coup vous trouverez plus facilement. Et en plus, ça permet d'être mieux reconnu, mieux identifié. Et donc faites très attention à ça parce que ça va être aussi un enjeu de taille, la data, la manière dont vous remplissez vos datas et la catégorie que vous prenez. Enfin, il y a quand même. Alors c'est vrai que quand on lance un podcast, ça fait un peu peur tout ça parce qu'on se dit il y a tellement de choses à gérer, mais la partie agrégateur et liée aux data est quand même le nerf de la guerre. Là, on peut dire ce qu'on veut. Si on n'y fait pas attention, vous le paierez un jour, surtout si vous voulez en faire quelque chose qui fonctionne comme ça. Nous, honnêtement, le podcast qu'on lance là avec les rooms, on ne s'attend pas à avoir 100 000 auditeurs mensuels. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, il est de fédérer. La Radio Week, si on en fait la promo, ce n'est pas parce qu'on veut que vous payiez l'entrée, c'est gratuit. Donc, vous n'avez même pas à payer pour accéder aux conférences et aux sessions. Nous, tout ce qu'on base, tout notre business est basé simplement sur les partenaires. Je rappelle d'ailleurs que les partenaires de la Room de Clubhouse ne nous payent pas, mais offrent des choses gratuitement. Mais nous, après, bien sûr, étant donné qu'on fait leur promotion, et bien, ils ont envie de prendre de la pub après sur nos supports, sur notre magazine, sur notre site. Donc, c'est comme ça qu'on développe notre activité. Mais tout ça pour dire que faites attention à ça. Nous, on ne le fait pas forcément très bien. On est toujours les plus mal chaussés, hein, Fred. Mais ce sont des enjeux pour les agrégateurs qui sont majeurs. Ce qui prouve que le podcast, Philippe, c'est pas seulement l'enregistrement d'un son et la mise à disposition sur une plateforme. Hein. On l'oublie trop souvent. C'est la vignette, c'est les tags, c'est les textes autour. Alors, il faudrait qu'on calcule précisément. On va faire ça un de ces jours, Philippe. Il faut qu'on calcule précisément sur une horloge, par exemple, d'une heure, combien de pourcentage pour l'enregistrement, pour la prise de rendez-vous, pour le montage, pour le dépôt sur une plateforme, pour la création de la vignette, pour la propulsion sur les différents agrégateurs. Et on va vite se rendre compte. Moi, je suis plutôt sur du 30-70, c'est-à-dire que le podcast, l'élément sonore, c'est 30% du temps et que les 70% restants, ça va être de la finition de vignettes, de la propulsion de textes rédactionnels, de mots-clés, etc., etc. Ouais, donc je vous ai mis le lien, puisque Nina m'a demandé quel était le lien. Faites un tour sur radioweek.fr, vous cliquez sur Agenda, vous allez voir, vous allez avoir tout l'agenda. Dans le moteur de recherche, vous tapez Voxalize et vous avez le créneau auquel le webinaire aura lieu. Honnêtement, ça vaut le coup de regarder cette solution, de le contacter. Et puis si vous les contactez, dites-leur que vous les contactez de notre part, c'est toujours sympa. Ça fait toujours des bons retours. Simplement, on a encore Vocal 3 minutes à écouter parce qu'il y a des actus assez sympas dans Vocal cette semaine, comme d'ailleurs à chaque fois dans Vocal. Je vois que Dae, tu voulais prendre la parole, mais j'arrive pas à te faire monter. Et puis on doit malheureusement clôturer la room parce que derrière on a plein de choses à préparer pour la Radio Week de la semaine prochaine. Allez faire un tour radioweek.fr, inscrivez-vous sur le site de connectonair.com dans l'agenda. C'est simple, vous rentrez votre mail. Si vous n'avez pas de compte, vous créez votre compte. Comme ça, vous êtes dans notre base et on peut vous informer de tout ce qu'on fait dans la suite. Et il va y avoir plein de choses qui vont arriver, notamment en juin. On va essayer de faire un événement en présentiel. Tu es là, Dae, vas-y, je te laisse parler 1 minute. Tu voulais réagir. Vas-y, à toi, Dae. Alors, je sais pas que je voulais. Alors, je sais pas ce qui se passe. Dès que je rentre dans la voiture, il se passe que je dois prendre la parole. Alors, d'accord. Au moins, on sait que tu es dans ta voiture comme ça. À chaque fois que tu lèves la main, on sait que tu es dans ta voiture. Non, mais j'ai pas appuyé sur lever la main. Mais par exemple, c'était très intéressant le sujet sur l'agrégation. Mais c'est vrai que ce que disait Philippe, l'enjeu, la data aujourd'hui, je pense qu'on peut pas faire sans pour bien se développer. Aujourd'hui, il y a trop d'informations, pour ne pas l'utiliser.
Voilà, c'était un peu mon état d'esprit aujourd'hui sur l'agrégation de podcasts. Merci bien. Ouais, on t'entend bien. Merci pour ton intervention. On termine la room avec Vocal. Je vous invite à rester. La semaine prochaine, on parlera de communication, Philippe. Ah, oh là là, t'as même regardé sur le programme. Si vous voulez le programme. Et dans 15 jours, de toutes les façons pour soigner son contenu. Ouais, exactement. Et puis il y a toute une série après, justement. On fera une série après dans plus de 3 mois sur agrégateur par agrégateur. C'est-à-dire, on parlera d'Apple Podcast, on parlera de Spotify, on parlera de tous les agrégateurs pour essayer de voir ce qu'on en pense et ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc il y a plein de choses qui nous attendent encore dans les mois qui arrivent. Et puis, eh bien, on vous remercie d'avoir participé tous et toutes à cette belle room. Si vous n'êtes pas membre de notre club, cliquez sur la petite maison verte en haut là, le pod.club/100% podcast. Cliquez sur nos profils pour nous suivre pendant les 3 minutes où vous écoutez Vocal. Faites réseauter entre vous. C'est aussi le concept de Clubhouse. Et si vous vous abonnez à nous, eh bien, vous pouvez, si vous nous suivez, vous pouvez recevoir les alertes des prochaines rooms tous les mercredis à 13h. Et le programme complet est sur le pod.fr/podcast avec un S. Et je lance toujours un petit appel, ceux qui ont envie de participer à l'aventure de Podcast Magazine qui sortira en kiosque à 20 000 exemplaires dans 4 000 kiosques en France en juin l'été prochain. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On cherche en fait à faire parler les rédacteurs dans ce magazine. On vous expliquera plus si ça vous tente. Voilà. Allez, Vocal, c'est maintenant, tout de suite, et à la semaine prochaine. Ciao. Vocal. 3 minutes pour tout savoir sur l'actualité du marché du podcast. Nouvelles pratiques culturelles, nouvel outil d'influence, les dernières infos du secteur et un zoom sur un podcast de marque. Vocal, c'est parti. Quand un acteur français du podcast dépasse le géant américain Apple. Pour la première fois, l'application Radio France est passée devant la plateforme de distribution Apple Podcast. C'est ce qu'affirme la présidente de Radio France, Sybille Veil, interrogée par le journal Les Échos. L'application Radio France revendique plus d'1 million d'utilisateurs mensuels d'après les données Médiamétrie. Dans cette interview, Sybille Veil vante la qualité des contenus proposés qui explique selon elle que le groupe représente plus de la moitié des écoutes de podcasts en France. Elle explique que le modèle de production interne permet à cet acteur national de service public de rester propriétaire des podcasts produits et donc d'offrir un catalogue unique. Nous ne sommes pas un supermarché du podcast, affirme Sybille Veil, qui exclut la perspective de devenir un agrégateur de contenu. Elle annonce l'organisation le 26 janvier prochain d'un marché international du podcast avec pour ambition d'adapter les formats Radio France dans d'autres pays et plus largement de jouer un rôle dans la structuration du marché de l'audio en Europe. La bataille entre les plateformes d'écoute de podcasts et les éditeurs va être un enjeu de l'année 2022. C'est ce que prédit le centre de recherche sur les médias Reuters Institute. Une bataille que mène par exemple le New York Times aux États-Unis qui a créé sa propre plateforme de diffusion de contenu audio. De nombreux éditeurs pensent que l'audio offre de meilleures opportunités d'engagement et de monétisation que ce qu'ils peuvent obtenir grâce à des investissements similaires dans le texte ou la vidéo. Reuters Institute, qui a interrogé des dirigeants de plusieurs médias, prévoit qu'en termes d'innovation destinée au public, la plupart des efforts cette année seront consacrés aux podcasts ou aux autres contenus audio numériques tels que des articles audio, des briefings flash et des messages audio. Spotify ferme son premier studio de création de podcasts originaux. La firme suédoise qui offre depuis des mois un storytelling ultra positif fait d'investissements dans le milieu du podcast, d'acquisition, de partenariats et de chiffres d'écoute records est contrainte aujourd'hui de fermer le Studio 4. C'est le nom de cette structure interne composée des employés qui étaient dédiés au podcast avant les acquisitions d'autres studios par la société comme Gimlet ou Parcast. Dans une note interne envoyée à la quinzaine de salariés du studio et que s'est procuré le magazine The Verge, la direction de Spotify explique que ces licenciements vont permettre à l'entreprise d'aller plus vite, de faire des progrès plus importants et de faciliter une collaboration plus efficace dans l'ensemble de son organisation.
Zoom sur BMW et son podcast Hypnopolis. C'est le tout premier podcast interactif édité par une marque, la saison 2 d'une aventure futuriste signée BMW. Un éco-thriller dont les personnages voyagent en ballon dirigeable dans un monde en régénération lente, avec par exemple des fermes solaires. La particularité de cette production est qu'elle permet à l'auditeur d'influencer les événements en prononçant des commandes vocales via les enceintes Amazon équipées d'Alexa, à la manière des livres dont vous êtes le héros. L'intelligence artificielle permet donc de voyager entre différents scénarios selon les envies de l'auditeur, un concept marketing innovant qui permet aussi de recueillir des informations sur les choix de l'audience. Hypnopolis a été conçu par l'auteur vedette britannique Robert Valentine en collaboration avec l'agence de création hambourgeoise Jung von Matt. C'était Vocal, l'actualité du marché du podcast en 3 minutes. Abonnez-vous pour continuer à suivre les dernières informations du secteur. Vocal vous est proposé par le studio Les Cavalcades. Une production Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Si vous voulez. Oui, mais j'ai les risques, il faut pas mettre de sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus. Bonjour, merci. C'est passionnant. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire.